Il pensait que ce n'était qu'un simple grizzly blessé, massif, silencieux, étrangement immobile. Deux randonneurs l'avaient aperçu, allongé près du ruisseau, le pelage noir trempé, la respiration faible. Il ne grognait pas, il ne fuyait pas, il regardait seulement. Quand l'équipe de secours arriva, la vétérinaire, Dr. Haley Mendes, s'approcha pour l'examiner. Mais ce qu'elle découvrit sous sa poitrine fit blanchir son visage. Ce qu'il y avait en dessous bouleversa tout le monde, car ce n'était pas seulement l'histoire d'un animal blessé. C'était une histoire de protection, de sacrifice, d'un lien si puissant qu'il brise le cœur. Le sentier était à peine tracé. L'un de ces chemins oubliés au sud du parc national de Glacier, où seuls les habitants osent s'aventurer après octobre. Mais Liam et Casey n'étaient pas de simples randonneurs. Bénévoles pour la faune sauvage, ils étaient informés à surveiller les mouvements à l'aide de caméras et à signaler tout indice de braconnage. À mi-chemin de leur boucle du week-end, ils le virent. Au début, ils crurent à une ombre sous les arbres. Mais en approchant du méandre, la silhouette ne bougea pas. Elle était immense. Une fourrure noire comme la nuit, trempée, étendue sur le flanc. Un grizzly mâle, sans doute, une patte tressaillant légèrement dans la neige. Casey agrippa le bras de Liam. « Ne bouge pas !» Mais l'animal ne réagit pas. Il respirait à peine. Aucun grognement, aucun mouvement. Juste ce lent et discret soulèvement du torse. Liam sortit ses jumelles. « Il y a un problème, murmura-t-il. » Ils attendirent, murmurèrent, hésitèrent, puis reculèrent prudemment et contactèrent la station des gardes. Elle se trouvait à 2 heures de marche. Le soleil déclinait déjà. Ils marquèrent la position et rebroussèrent un chemin au pas de course. L'équipe de secours arriva à la nuit tombée. 2 rangers et le Dr. Mendes. Elle en avait vu, des ours blessés, balles, pièges, infections. Mais celui-ci était allongé si bas, si protecteur, qu'elle s'arrêta. Elle s'approcha lentement, seringue tranquillisante en main. L'ours ne résista pas même lorsque l'aiguille le toucha. Il grogna faiblement, puis s'immobilisa. La suite fut inattendue, alors que la sédation agissait et que l'équipe s'approchait avec des lampes et une sévère. Le Dr. Mendes s'agenouilla pour examiner l'abdomen du grizzly. C'est là qu'elle vit le sang. Pas celui de l'ours, quelque chose en dessous. Elle souleva la patte massive et retint un cri. Contre le ventre de l'animal blotti se trouvait un ourson, minuscule, grelottant, encore vivant. Et il n'était pas seul. Personne ne parla. La forêt, malgré le vent et la neige, semblait figée. Le petit corps niché sous l'énorme grizzly tremblait. Sa respiration était faible. Il n'était pas blessé, juste gelé, affaibli, dissimulé. Puis un gémissement s'échappa de sa gorge, si doux, si triste, qu'on aurait cru qu'il s'était retenu de pleurer jusque-là. Le second ourson était encore plus petit, enfoui sous la poitrine du grizzly, recouvert de boue et de fourrure. Elle était inerte, presque sans réaction. Le Dr. Mendes prit doucement le premier dans ses bras. Un ranger souleva la patte de l'ours pour permettre de dégager le second. Le vieux mâle ne bougea pas. Sa respiration était lente mais régulière. Il les protégeait, souffla-t-elle. Liam s'approcha. « Tu crois que ce sont les siens? »« Je l'ignore, répondit-elle. Les mâles ne font pas ça d'habitude. Ils ne gardent pas les petits. Pas comme ça. » Elle baissa les yeux vers les 2 museaux grelottants. Mais lui, il l'a fait. Il fallut 10 minutes pour évaluer la situation. Les oursons étaient trop légers, en hypothermie, probablement à jeun depuis plus d'une journée. Mais ils étaient vivants et c'était un miracle. L'ours, lui, était dans un état critique. Plus vieux qu'il n'y paraissait, des entailles profondes sur le flanc, une patte fendue, signe d'une lutte. Mais surtout, la manière dont il s'était positionné, recroquevillé juste assez pour former un mur de chaleur autour des oursons. Cela lui avait coûté cher. Les petites furent placées dans une caisse chauffée. Puis on prépara la civière pour le grand mâle. Quand le véhicule s'éloigna sous les faisceaux des phares et la neige tombante, Liam resta silencieux. Il regardait les feux arrière disparaître entre les arbres. Il ne dit rien, mais il savait ce qu'il avait vu. Cet ours n'était pas tombé sur ses oursons par hasard. Il les avait trouvés et il avait choisi de rester, choisi d'endurer, choisi de protéger. De retour au centre de soins pour la faune sauvage, la nuit se transforma en une activité silencieuse mais intense. Les vétérinaires réchauffèrent des liquides.
Les assistants séchaient délicatement les oursons avec des serviettes tièdes et des coussins chauffants. L'un d'eux commença à téter une seringue. L'autre, plus petit, restait inerte. Le docteur Mendes se pencha sur lui, les lèvres pincées. « Allez, petit, juste un peu. » Le plus grand des deux oursons tourna le museau vers la pièce où le grand ours avait été transporté. Son petit nez s'agitait, son corps restait recroquevillé de peur. Mais ses yeux n'étaient pas sauvages. Ils attendaient, comme s'ils savaient exactement où il appartenait. Le centre était paisible, hormis le bourdonnement des appareils et la respiration stable des animaux en soins. L'ourson plus grand, emmailloté dans des couvertures, sous une lampe chauffante, avait finalement pris du lait. Ses petites pattes s'agitaient en dormant. Le plus petit, lui, demeurait sans réaction, son corps enroulé comme pour disparaître. Le docteur Mendes s'assit près de sa cage, traçant des cercles lents sur son dos avec deux doigts, murmurant des paroles que seuls les cœurs brisés comprennent. Dans la salle voisine, le vieux Grizzly, toujours inconscient, reposait sur une table renforcée sous une lumière chaude. Sa respiration restait faible, mais régulière. Les plaies sur son flanc avaient été nettoyées et recousues. La patte avant fracturée était en pire état que prévu. Une fracture profonde, due à un choc violent, peut-être une bagarre, peut-être pire. Ce que personne ne comprenait encore, c'était pourquoi cet ours avait fait cela. Aucun grizzly adulte, surtout un mâle, ne ferait ça. Pas normalement, jamais. Liam revint le lendemain matin avec Casey et un biologiste animalier nommé Jordan, spécialiste du suivi des lignées d'ours dans la région. Ils suivaient leurs mouvements via GPS et caméras de surveillance depuis 3 ans. En voyant l'ours en convalescence, son visage se figea. « Je le connais », dit-il doucement. Il sortit son ordinateur portable, ouvrit un dossier intitulé « Secteur B » et montra une série d'images, des enregistrements de l'été précédent. Le même ours y apparaissait plusieurs fois, museau balafré, motif distinct sur les épaules, toujours seul. Nous l'avons identifié il y a 4 ans. Les habitants l'appellent Bramble. Il a perdu sa compagne dans un éboulement. Depuis, il errait, solitaire, jamais agressif, juste présent. Le docteur Mendes fronça les sourcils. Il avait donc une compagne? Jordan hocha la tête. Et elle portait des petits quand elle est morte. Casey s'approcha. Tu crois que ce sont ces oursons? J'en mettrai ma main à couper. Tous fixèrent Bramble derrière la vitre. Ce géant solitaire avait passé des années à parcourir les vallées, les crêtes, loin des regards. Et le voilà, réapparu soudainement. 2 oursons affamés cachés contre lui. Ce n'était pas un hasard. Il les avait cherchés. Et quand il les avait trouvés, seuls, frigorifiés, trop jeunes pour survivre, il avait fait ce qu'aucun n'aurait prédit. Il était devenu leur abri, même si cela devait le briser, même si cela devait lui coûter la vie. Cette nuit-là, le plus petit des oursons bougea pour la première fois. Elle ne pleura pas, ne gémit pas. Elle leva simplement sa tête et tourna le museau vers la vitre qui la séparait de la salle d'à côté. Bramble était toujours inconscient, mais le lien était là, vivant, et l'attente ne faisait que commencer. Lorsque Bramble ouvrit enfin les yeux, son premier réflexe fut d'essayer de se lever. Ce n'était pas l'instinct, c'était la peur, l'urgence. Ses membres massifs s'agitèrent, ses griffes raclèrent le sol, comme s'il pensait être encore dans la forêt, en train de protéger quelque chose. Le docteur Mendes accourut dans la salle de réveil, les mains levées en signe d'apaisement. « Doucement, mon grand, tu es en sécurité maintenant. » Mais Bramble ne la regardait pas. Il fixait la vitre, de l'autre côté, vers les oursons. Va-et-va, une technicienne murmura depuis la salle d'observation. « Il ne veut pas fuir, il les cherche. » L'immense ours chancela, les yeux écarquillés, fouillant chaque recoin de la pièce. Sa patte bandée trembla. Il émit un son, ni un rugissement, ni un grognement. Plutôt un souffle rauque, presque une toux, mais chargé d'une tristesse si profonde que plus personne ne bougea. Le docteur Mendes s'approcha de la vitre. Il les appelle. L'ourson plus grand l'entendit le premier. Il se leva lentement, vacilla jusqu'à l'extrémité de sa cage, posant ses petites pattes sur la vitre. La plus petite le suivit, encore faible, mais réveillée, attirée, vivante. Les règles du centre interdisaient tout contact entre des oursons et un mâle adulte, sauf dans le cadre d'un programme de réhabilitation surveillée.
Mais ce comportement était exceptionnel, inclassable. Avant le midi, la décision fut prise. Une enceinte extérieure spécialement conçue serait préparée. Un grand enclos naturel, derrière le centre, avec caméra, tronc pour grimper, neige, chaleur. Le temps de Bramble était compté. Ses poumons étaient faibles, son corps s'épuisait. Mais il avait survécu pour ses oursons. Et maintenant, il commençait à survivre pour lui. Ce soir-là, sous un ciel voilé et une neige fine, Bramble fut déplacé avec délicatesse dans l'enclos extérieur. Il se leva, chancelant, imposant, noble. Il huma l'air, les narines dilatées par l'humidité du vent. Puis il se retourna, car les portes de la cage s'ouvraient derrière lui. Les oursons surgirent. Un bref instant d'hésitation. Ils clignèrent des yeux face à l'espace ouvert, levèrent le regard vers le ciel. Puis ils le virent. Le plus grand courut, le plus petit, encore maladroit, le suivit. Et lorsqu'ils atteignirent Bramble, il n'y eut ni peur ni incertitude. Ils s'effondrèrent contre lui. Il les entoura comme dans la forêt. Une patte énorme couvrant les deux petites corps. Et pour la première fois depuis des jours, Bramble ferma les yeux. Non par douleur, mais par apaisement. Dans la salle d'observation, nul ne parla. Même Casey, habituellement si forte, essuya ses yeux gantés. Liam expira doucement. « Il a attendu tout ce temps », murmura-t-il. « Il a attendu. » Le docteur Mendez hocha la tête, la voix brisée. « Et maintenant, il peut se reposer. » Mais le répit fut court. 3 jours durant, Bramble et les oursons restèrent dans l'enclos. Un havre discret, à l'arrière du centre. Les oursons jouaient davantage chaque jour. Ils grimpaient d'une petite pile de rondins, découvraient des feuilles, des branches, apprenaient l'équilibre. Ils se poursuivaient maladroitement dans la neige, s'ébrouaient et se reposaient contre le flanc imposant du vieux grizzly. Bramble, lui, ne s'éloignait jamais. Couché près du muret rocheux, il gardait la tête levée, juste assez pour les voir, les respirer. Comme si chaque seconde était un miracle inespéré, chaque mouvement de leurs pattes une preuve qu'ils n'avaient pas enduré en vain. Mais au 4e matin, sa respiration changea. Le docteur Mendez l'entendit d'abord sur le flux vidéo. Un souffle rauque, irrégulier, avec de longs silences. Elle sortit en hâte, ses bottes crissant sur le givre. Bramble était allongé sur le flanc, haletant. Ses yeux s'ouvrirent à son approche, fatigués, vitreux. Les oursons étaient levés contre sa poitrine. Ils ne jouaient plus. Ils écoutaient. Ils savaient. Elle s'accroupit près de la grille. « Tiens bon, souffla-t-elle, tu n'es pas seul. » À midi, il ne parvenait plus à se lever. Ses constantes vitales étaient erratiques. Les analyses sanguines révélèrent une insuffisance rénale, des traumatismes internes, une possible infection liée aux anciennes blessures. Les soignants avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, nettoyer, suturer, soulager. Mais quelque chose plus profond cédait. Une fatigue qui n'était pas que physique. Une faim qui s'annonçait douce mais inéluctable. Jordan faisait les 100 pas dans le couloir. Il tenait pour eux. Maintenant qu'ils vont bien, son corps lâche. Il les a accompagnés jusqu'à la berge. Le docteur Mendez acquiesça. Ce n'était pas seulement physique. Il survivait par instinct. Par amour peut-être. Ce n'était jamais pour lui-même. Il voulait aller jusqu'au bout. Leur dire adieu en silence. Le personnel dut prendre une décision. Le sédater de nouveau, tenter un traitement intensif, prolonger l'inévitable, ou le laisser ici, dehors, là où les oursons le sentaient encore présent et chaud. Ils débattirent pendant des heures, chacun déchiré entre le devoir médical et le respect du lien qu'ils avaient vu naître. Puis un appel du service de la faune de l'État tomba. Les oursons étaient désormais assez rétablis pour être transférés dans un sanctuaire approuvé, où ils recevraient des soins jusqu'à une relâche surveillée. Le départ était fixé à l'aube. C'était leur dernière nuit ensemble. Le docteur Mendez n'hésita pas. Elle entra lentement dans l'enclos, prudente, et s'assit à quelques pas d'eux. Bramble leva légèrement la tête. Elle le regarda comme on regarde un soldat, un gardien, un père, un héros silencieux. « Tu as réussi », souffla-t-elle. « Ils sont en sécurité. » Les oursons bougèrent dans leur sommeil, levés dans sa fourrure. Le plus grand se glissa sous sa patte. Le plus petit, plus fort maintenant, leva les yeux, somnolente, et poussa un petit souffle satisfait. C'était un soupir de confiance. Le monde pouvait bien changer, cette chaleur-là resterait en eux.
La neige tomba doucement, comme si la forêt elle-même disait adieu. Les flocons se posaient sur leur dos, sans bruit. L'instant semblait hors du temps. Cette nuit-là, sous un ciel étoilé, Bramble cessa de respirer. Sans lutte, juste le silence. Un adieu serein. Le docteur Mendes le trouva à l'aube, blotti contre les oursons. Ils étaient éveillés, perdus, mais ne pleuraient pas, comme s'ils savaient déjà. Le sanctuaire était caché dans la vallée de Bitterroot, protégé par des crêtes boisées. Quand les oursons arrivèrent, ils restèrent dans la caisse, tandis que les soigneurs attendaient. Le plus grand sortit en premier, renifla l'air, puis avança lentement. Il se retourna une dernière fois, comme pour chercher quelqu'un qui n'était plus là. La plus petite le suivit, les oreilles frémissantes au moindre bruit. Ils ne se séparèrent jamais de plus de quelques pas. Ils ne pleuraient pas. Ils ne jouaient pas. Pas encore. C'était comme si une part d'eux était restée figée dans l'instant où ils avaient quitté Bramble. Le docteur Mendes ne les accompagna pas. Elle était restée au centre pour superviser l'enterrement de Bramble. Une sépulture simple, digne, à l'orée de la forêt, là où il avait été trouvé. L'équipe ne grava aucune stèle, seulement une grande pierre brute, naturelle, du genre contre laquelle il aurait pu s'adosser pour veiller. Elle visita le lieu seul le lendemain et déposa une branche de pin au pied de la roche. « Peu auraient fait ce que tu as fait, dit-elle doucement, et encore moins sans rien attendre en retour. Au sanctuaire, les oursons mirent du temps à s'adapter. Les jours passaient, ils exploraient peu à peu les abords de l'enclos, grimpaient sur une souche, essayaient de enfiler l'écorce d'une vieille branche. Les soigneurs gardaient leur distance, les laissant aller à leur rythme. Mais chaque soir, juste avant le crépuscule, les deux oursons revenaient au même coin du parc, celui tourné vers l'ouest, vers là où le soleil disparaissait derrière les collines, vers là où ils l'avaient vu pour la dernière fois. Cela devint un rituel. Le personnel le remarqua. Alors Rachel, une soigneuse discrète, déposa une pierre ronde à cet endroit. Puis une autre, et une troisième. Un petit monticule naquit d'ainsi. Ni tombe, ni monument. Un souvenir à toucher. Un soir, sous un ciel orangé, la plus petite des oursons s'allongea près du tas de pierres. Elle posa doucement sa patte sur la pierre du sommet. Pas de bruit, pas de plainte, juste le silence et l'acceptation. Ce soir-là, pour la première fois, ils jouèrent. Pas longtemps, pas avec frénésie, mais assez pour se souvenir de ce que c'était que de se sentir en sécurité. Le genre de sécurité que Bramble leur avait donné. Non par la force, mais en choisissant de rester alors qu'il aurait pu partir. Ce choix les avait sauvés. Le printemps arriva tard cette année-là. La neige mit du temps à fondre sur les hauteurs, comme si la montagne elle-même refusait de tourner la page. Les oursons grandissaient, leur pelage était plus fourni, leur regard plus vif. Ils couraient à présent, maladroits encore, mais pleins de vie. Ils roulaient l'un sur l'autre, glissaient, riaient presque. Mais chaque soir, ils retournaient au même coin. Le monticule était là, inchangé. Ils ne l'ajoutaient pas, ne le touchaient pas souvent. Mais ils s'y couchaient parfois, la tête posée sur la terre, comme s'ils attendaient quelque chose. Ou quelqu'un. Personne ne leur dit jamais qu'il était mort. Ils le savaient. Ils l'avaient toujours su. Au centre, le docteur Mendes se tenait au bord de la clairière où Bramble avait été trouvé. La forêt était redevenue verte. Les oiseaux chantaient dans les branches. Au loin, un cerf franchissait le fourré. Dans la poche de sa veste, elle tenait une enveloppe froissée, une lettre qu'elle avait écrite sans jamais l'envoyer. Elle l'ouvrit, relut les dernières lignes en silence, puis la glissa sous la pierre qu'elle avait laissée des semaines plus tôt. « Tu m'as rappelé ce qu'était la clémence. Pas chez les humains, pas chez les héros, mais dans le silence, dans le sacrifice, dans le fait de rester. Tu n'as pas rugi, tu n'as pas combattu, tu es resté. Et grâce à cela, ils ont vécu. Grâce à cela, nous te n'oublierons pas. » Elle resta là un moment, sa respiration visible dans l'air froid du printemps. Puis elle fit demi-tour, lentement, transformée. Au sanctuaire, les oursons se préparaient à la dernière phase de leur prise en charge. Un programme de relâche douce dans une zone protégée. Ce n'était pas encore la vraie vie sauvage, mais un poste de plus. Un lieu où ils pourraient grandir, apprendre les rythmes de la forêt, entamer cette vie que Bramble n'avait jamais pu achever. Quand le moment fut venu, les soigneurs ouvrirent le portail.
Aucun des deux ne hésita. Ils sortirent ensemble, unis, et s'arrêtèrent une seule fois pour regarder en arrière. Puis ils disparurent dans les arbres. Rachel, une main posée sur le portail, souffla. « Tu crois qu'ils s'en souviendront? » Liam, venu leur dire adieu, répondit sans attendre. « Ils s'en souviennent déjà. » Les saisons passèrent. Ailleurs, dans les montagnes, deux jeunes ours gravirent les crêtes. Ils jouaient, ils chassaient, ils grandissaient. Mais dans les heures les plus calmes, juste avant que la nuit ne tombe, ils s'arrêtaient encore, tournés vers l'ouest, vers le souvenir d'un corps lourd, recourbé autour d'eux dans la neige, et de l'amour silencieux qui les avait sauvés. Si cette histoire t'a touché, ne la laisse pas s'éteindre ici. Partage-la avec quelqu'un qui croit, lui aussi, au pouvoir discret de l'amour. Celui qui ne demande rien, celui qui donne tout. Car même dans la nature, la compassion laisse des traces qui ne s'effacent jamais.